En 48 heures, un ultimatum suffit à faire basculer un pays entier. Deux chiffres dominent le paysage: 70% de leur stratégie contre 5,6 milliards de dollars, et transforment une équation comptable en épreuve directe de souveraineté aux effets immédiats. Que signifie, pour les citoyens comme pour l'équilibre régional, le moment où Ibrahim Traoré choisit de dire non là où l'ordre international attend un acquiescement rapide, un refus, et les lignes de force commencent à se fissurer? Ce récit promet une lecture claire d'un moment où une décision politique cesse d'être abstraite pour devenir une contrainte vécue. En une analyse structurée, il s'agit de comprendre ce que gagne et ce que risque un État, ses institutions et sa population lorsqu'une ressource stratégique devient l'outil principal d'une négociation asymétrique. Le bénéfice pour le lecteur est c'est simple et immédiat: comprendre les coûts réels derrière des chiffres apparemment neutres. L'enjeu dépasse l'or lui-même. Dire oui, c'est préserver des flux financiers à court terme tout en acceptant une dépendance prolongée. Dire non, c'est assumer des pressions externes, des sanctions possibles et des ajustements internes parfois douloureux. Entre ces deux options, aucun terrain confortable n'existe. Chaque choix engage une trajectoire, avec des conséquences qui se diffusent bien au-delà du secteur minier. Ce qui est en jeu, au fond, n'est pas seulement une décision économique, mais la capacité d'un pays à rester maître de son rythme et de ses priorités face à un ordre international normatif. La révélation tombe à 6h30 du matin: 70% de l'or national exigé sous 48 heures. Ce chiffre unique, glissé dans un document classé confidentiel, suffit à transformer une tension latente en rupture imminente. À partir de cet instant, l'hypothèse d'un simple ajustement financier disparaît. Il s'agit désormais d'un test frontal de souveraineté. Le document, bref et technique, ne contient aucune menace explicite. Il fonctionne autrement. Chaque clause ajoute une pression supplémentaire. Chaque ligne réduit la marge de manœuvre. En surface, l'échange paraît rationnel. En profondeur, il installe un précédent. Céder aujourd'hui, c'est accepter que la ressource stratégique devienne un levier permanent de contrainte. Refuser, c'est déclencher une séquence dont personne ne maîtrise totalement l'ampleur. Le contexte international explique cette mécanique. Le Burkina Faso dépend fortement de l'or pour ses exportations, ce qui alimente l'idée, dans plusieurs capitales, qu'un ultimatum rapide suffit à obtenir un alignement. 48 heures sont perçues comme un délai calculé, trop court pour organiser une riposte collective, assez long pour susciter la peur d'un isolement économique. Cette logique repose sur une certitude tacite: un État enclavé finira par céder. Pourtant, un élément vient fissurer cette certitude. Depuis plusieurs mois, des signaux discrets circulent autour de nouveaux gisements identifiés dans le nord du pays. Rien de public, mais suffisamment d'indices pour attirer l'attention de services étrangers. Cette perspective change la lecture globale. Un pays longtemps considéré comme prévisible acquiert soudain une marge stratégique inattendue. La pression ne vise plus seulement à sécuriser des flux existants, mais à verrouiller des ressources futures. C'est dans ce cadre resserré que la décision d'Ibrahim Traoré prend forme. Son silence initial n'est pas interprété comme une hésitation, mais comme une phase d'évaluation. Chaque option est lourde de conséquences, chaque minute compte. La mini-révélation n'est donc pas seulement un chiffre, c'est le moment précis où l'équilibre bascule et où la question centrale s'impose: jusqu'où un pays peut-il aller pour décider encore par lui-même? La crise cesse d'être abstraite dès qu'elle traverse des lieux ordinaires. À l'ouest du pays, dans une mine en activité continue, une rumeur circule avant même toute annonce officielle. Les équipes techniques interrompent brièvement les machines, non par panique, mais pour écouter les radios locales tenter d'interpréter l'ultimatum. Ce silence mécanique
rare dans un site aussi rythmé, marque une prise de conscience collective. Ce qui se joue dépasse la simple comptabilité de l'or. À Ouagadougou, un autre relais humain apparaît. Dans une université, des étudiants improvisent un cercle de discussion. Ils décortiquent les clauses évoquées, convoquent des précédents historiques africains et comparent les coûts d'une soumission rapide à ceux d'un refus assumé. Le débat est hésitant, parfois contradictoire, mais il révèle un basculement symbolique. La souveraineté n'est plus un concept lointain, elle devient un enjeu vécu, discuté, approprié. Dans les institutions, l'impact est tout aussi immédiat. Les ministères passent en mode urgence, les conseillers juridiques relisent chaque ligne du document et les responsables miniers évaluent ce que représenterait un transfert massif de contrôle. La figure d'Ibrahim Traoré s'impose alors comme point de convergence, non comme un décideur isolé, mais comme l'acteur chargé d'absorber ces signaux dispersés et de leur donner une cohérence. Ces premières scènes dessinent une même question, simple et dérangeante. Qui portera réellement le coup du choix à venir? Tout s'active avant l'aube. Avant l'ultimatum, la situation reste tendue mais gérable, contenue dans des échanges diplomatiques discrets et des notes techniques. Après sa réception, la mécanique change de rythme. Les téléphones sonnent en continu, les réunions se succèdent sans ordre du jour formel, et chaque acteur comprend que le temps devient la variable décisive. L'événement déclencheur n'est pas public. Il circule à voix sa- il circule à voix basse, comme si la rapidité même devait rester invisible. La première bascule intervient lorsque les données minières nationales sont verrouillées. Ce geste administratif, en apparence, agit comme un signal fort. Les accès extérieurs, longtemps considérés comme routiniers, cessent brutalement de fonctionner. Dans les centres d'analyse étrangers, l'alerte est immédiate. Une porte qui se ferme annonce rarement un simple désaccord technique. Sur le territoire, en revanche, la mesure est perçue comme une reprise de contrôle presque banale, tant elle s'inscrit dans une logique de protection. Le mouvement suivant amplifie la tension. Les routes menant aux zones aurifères sont sécurisées, les convois redirigés, les périmètres resserrés. L'armée agit sans démonstration excessive, mais avec une précision qui ne laisse guère de doute sur l'intention. Les villages voisins observent ces déploiements avec une attention silencieuse. Rien ne semble chaotique. Pourtant, chacun perçoit qu'un seuil vient d'être franchi. L'État ne temporise plus, il agit. Le climax survient à la mi-journée. Les forces spéciales, jusqu'alors cantonnées à l'ombre, reçoivent une mission claire: garantir l'intégrité physique des sites miniers. Aucun discours, aucun symbole ostentatoire. La sobriété du dispositif renforce son impact. À l'extérieur, les premières analyses parlent d'escalade. À l'intérieur, la lecture est différente. La cohérence de la réponse rassure une partie de la population, qui voit dans cette continuité une preuve de maîtrise plutôt qu'une fuite en avant. C'est dans ce contexte que la parole publique d'Ibrahim Traoré surgit. Brève, inattendue, elle tranche avec le flot de spéculation. En quelques mots, il reformule l'enjeu. La crise n'oppose pas seulement des intérêts financiers, elle oppose la peur à la décision. Cette intervention agit comme un point d'orgue. Elle relie les gestes techniques, militaires et administratifs en un récit unique, lisible par tous. Les répliques ne tardent pas. Dans les heures qui suivent, les marchés internationaux s'ajustent, les chancelleries rédigent des notes d'urgence et les réseaux panafricains s'enflamment. À Ouagadougou, les radios modifient leurs programmes, les débats s'intensifient et les rues restent calmes mais attentives. L'après-événement ne dissipe pas la tension, il la redistribue. Avant, la crise pouvait encore être négociée dans des couloirs feutrés. Après, elle s'installe dans l'espace public, irréversible.
Chaque action en appelle une autre. Chaque réponse ferme une porte tout en ouvrant une nouvelle. La chaîne des événements révèle alors sa logique profonde. Ce n'est pas un moment isolé, mais une séquence où chaque décision pèse plus lourd que la précédente. Le point de départ chiffré est connu et sert de référence incontournable. Avant la rupture, le Burkina Faso produisait environ 80 tonnes d'or par an, un volume représentant près de 14% du PIB et plus de 70% des exportations nationales. Ce baseline n'est pas qu'un indicateur minier, il décrit une architecture économique entière, fondée sur des contrats asymétriques, des commissions externalisées et un contrôle des données largement exercé depuis l'extérieur. Le système fonctionnait, mais il limitait la capacité du pays à capter la valeur réelle de sa principale ressource. Le premier écart apparaît rapidement après la décision. 3 mois plus tard, la production recule d'environ 18%. Pris isolément, ce chiffre alimente un discours alarmiste. Pourtant, replacé dans la chaîne causale, il devient lisible. Le retrait partiel de certains intermédiaires techniques, la réorganisation administrative et la reprise en main des processus ralentissent mécaniquement l'extraction. Cette baisse n'indique pas un effondrement, mais une transition. L'État absorbe des fonctions auparavant déléguées, ce qui provoque un ralentissement temporaire attendu dans toute phase de recentrage national. Le deuxième indicateur concerne les flux financiers extérieurs. Environ 100 jours après l'annonce, près de 62% des transactions liées à l'or échappent désormais au dollar, basculant vers des instruments alternatifs. Ce déplacement modifie profondément l'architecture monétaire. La dépendance aux circuits de compensation occidentaux diminue, mais de nouveaux risques apparaissent. Volatilité accrue, acceptation internationale inégale et apprentissage rapide exigé des opérateurs locaux. Il ne s'agit pas d'une rupture brutale, mais d'une redistribution des leviers. Le gain principal réside dans une marge de décision élargie au prix d'une complexité opérationnelle plus élevée. Le troisième chiffre éclaire l'intérieur du pays. Les investissements publics augmentent sensiblement, avec plus 41% dans les infrastructures, plus 23% dans l'agriculture et plus 27% dans le secteur militaire. Ces hausses traduisent une réallocation des revenus aurifères désormais captés localement. Les fonds, auparavant dispersés sous forme de commissions et de redevances, circulent davantage dans l'économie nationale. L'effet se matérialise par un indicateur social notable. Le chômage recule de 8% à 5,9%. Cette évolution ne suffit pas à conclure à une prospérité durable, mais elle signale une capacité accrue à absorber les chocs internes. Ces données déclenchent des lectures opposées. Pour certains analystes internationaux, la contraction initiale et la diversification monétaire fragilisent un pays enclavé dépendant des importations. Pour d'autres, notamment au sein du Sahel, ces mêmes chiffres décrivent une consolidation intérieure progressive. Les dépôts bancaires augmentent, signe d'une confiance locale renforcée, tandis que la consommation interne absorbe une part croissante de la production. Ainsi, les chiffres ne tranchent pas un débat idéologique, ils cartographient une transition. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso quitte un modèle d'extraction dépendante pour en construire un autre, plus contraignant, mais potentiellement plus cohérent. Le passage est coûteux, mesurable et imparfait, mais il révèle une dynamique claire. Le pays échange une partie de la vitesse contre une capacité accrue à décider de sa trajectoire. Les observateurs internationaux structurent leurs analyses autour de deux lectures opposées, chacune cohérente dans sa logique. La première, dominante dans les cercles financiers occidentaux, considère la décision burkinabé comme un pari dangereux. Selon cette approche, rompre avec l'euro
avec les circuits traditionnels du franc CFA et du dollar fragilisent mécaniquement un pays enclavé. Les réserves de change deviennent plus volatiles, l'accès aux équipements industriels se complique et les délais d'importation s'allongent. Dans cette lecture, la souveraineté affichée ne compense pas la perte de fluidité logistique. Un État peut affirmer sa volonté politique, mais il ne peut durablement contourner des interdépendances construites sur plusieurs décennies sans en payer le prix cumulatif. À l'opposé, un second camp, composé en grande partie d'économistes africains et d'analystes régionaux, propose une interprétation radicalement différente. Pour eux, la douleur économique immédiate n'est ni un échec ni une anomalie, mais une phase normale de transition. Il rappelle que le Burkina Faso fonctionnait dans un système où la dépendance était intégrée comme une norme. La diversification monétaire, même instable, devient alors une étape nécessaire pour reconstruire une capacité de décision interne. Les ralentissements d'importation sont lus non comme des symptômes de faiblesse, mais comme des indicateurs de rupture avec un modèle extractif déséquilibré. La réponse Stillman ne consiste pas à disqualifier les mains, l'un ou l'autre camp, mais à articuler les données disponibles. Oui, les réserves se contractent temporairement et certains flux se tendent. Mais, dans le même temps, les revenus domestiques issus de l'or augmentent, les investissements internes progressent et les dépôts bancaires s'élèvent. Ces éléments ne suppriment pas les risques pointés par le premier camp, mais ils en limitent la portée immédiate. Ils indiquent que la contrainte externe ne se traduit pas automatiquement par une paralysie interne. La situation présente donc une double vérité. Les coûts existent, mesurables et réels. Les bénéfices, eux, émergent de manière plus diffuse mais structurante. Le débat ne se réduit pas à choisir entre prudence et audace. Il s'agit de déterminer quelle dynamique, l'érosion par dépendance ou la consolidation par recentrage, s'imposera dans la durée. Ce basculement narratif intervient au moment précis où la parole publique redéfinit l'enjeu. Jusqu'ici, la crise pouvait être lue comme une négociation tendue autour d'une ressource stratégique. Après ce point médian, elle change de nature. La déclaration d'Ibrahim Traoré ne vise pas à détailler des chiffres ni à justifier une procédure. Elle recadre le conflit sur un terrain symbolique. En une phrase courte, l'or cesse d'être l'objet central. Ce qui est mis en lumière, c'est la tentative d'imposer la peur comme mécanisme de décision. Cette révélation modifie la perception internationale. Dans plusieurs chancelleries, l'étonnement ne porte plus seulement sur la fermeté du refus, mais sur la vitesse d'exécution. Comment un État réputé fragile a-t-il pu verrouiller ses données, sécuriser ses sites et maintenir une cohérence interne en quelques heures? La surprise révèle une erreur d'analyse antérieure. Le pays avait été évalué à partir de ses dépendances, non de sa capacité de coordination. À l'intérieur, l'effet est différent, mais tout aussi structurant. La population ne reçoit pas un discours technique, mais un cadre de lecture. La crise devient lisible. Elle oppose la contrainte à la décision, l'automatisme à la volonté. Ce déplacement n'efface pas les difficultés matérielles, mais il leur donne un sens partagé. La peur, jusque-là diffuse, change de camp. À partir de ce point, la question n'est plus seulement de savoir si le Burkina Faso peut tenir. Elle devient combien d'acteurs régionaux observeront, apprendront, puis ajusteront leurs propres lignes rouges. Les effets de la décision se déploient rapidement selon quatre cercles distincts, chacun révélant une facette différente de la transformation en cours. Pour les institutions étatiques, l'impact est d'abord organisationnel. La reprise en main des données minières et des flux logistiques oblige les administrations à fonctionner en continu, à coordonner défense, finance et diplomatie. Cette montée en charge accroît la pression interne, mais elle renforce aussi la capacité de pilotage. Les décisions cessent d'être fragmentées.
Elle s'aligne autour d'un centre clair, incarné par Ibrahim Traoré, dont la cohérence devient un facteur de stabilité plutôt qu'un point de crispation. Du côté des entreprises, la rupture redistribue brutalement les positions. Les acteurs étrangers, habitués à une visibilité totale sur les données et les flux, perdent un avantage structurel. À l'inverse, des sociétés locales trouvent un espace inédit pour se développer, même si les contraintes techniques demeurent fortes. La rétention d'une part plus importante de la production sur le territoire améliore les marges locales, mais ralentit certains investissements lourds dépendant d'équipements importés. Le tissu économique entre dans une phase d'expérimentation, moins fluide, mais potentiellement plus autonome. Pour la population, les conséquences sont ambivalentes. Dans les villes, les retards d'importation se traduisent par des pénuries ponctuelles et une hausse de certains prix. Dans le même temps, l'augmentation des investissements publics crée de nouvelles opportunités d'emploi, notamment dans les infrastructures et l'agriculture. Le quotidien devient plus contrasté. La stabilité n'est pas immédiate, mais un sentiment d'appropriation apparaît. La crise n'est plus perçue comme subie, mais comme traversée collectivement. Cette perception atténue partiellement les coûts matériels. Enfin, au niveau régional, l'onde de choc dépasse largement les frontières. Les pays voisins observent attentivement la capacité du Burkina Faso à tenir sans imploser. Des échanges discrets s'intensifient, des mécanismes de coopération informelle émergent, et l'idée d'un alignement défensif autour des ressources gagne en crédibilité. La décision initiale agit comme un signal. Un refus assumé ne conduit pas nécessairement à l'isolement total. Il peut, au contraire, réorganiser les rapports de force. Ces quatre cercles ne s'additionnent pas. Ils interagissent. Les ajustements économiques influencent le social pèse sur le politique et le régional redéfinit le cadre international. À ce stade, l'enjeu n'est plus de savoir si la décision était risquée. Il est de mesurer comment ces effets, déjà visibles, continueront à se propager dans le temps. À horizon de 6 à 12 mois, l'évolution du Burkina Faso peut être lue à travers trois trajectoires distinctes. Elle ne cherche pas à prédire l'avenir, mais à identifier les seuils critiques susceptibles d'orienter la dynamique engagée. Le premier scénario, dit de base, repose sur une continuité sous contrainte. Le pays maintient le contrôle de ses ressources, absorbe progressivement les chocs logistiques et stabilise ses alliances régionales. La croissance reste modérée, portée par les revenus aurifères internalisés, tandis que les importations demeurent plus lentes et plus coûteuses. Ce scénario n'offre ni effondrement ni envolée. Il décrit une adaptation exigeante où chaque gain de souveraineté se paie par une gestion plus serrée. Le scénario optimiste suppose un alignement favorable de plusieurs facteurs. Les coopérations régionales se renforcent, les partenariats non occidentaux fluidifient l'accès aux équipements essentiels et les investissements énergétiques réduisent la dépendance extérieure. Dans cette configuration, le Burkina Faso transforme la contrainte initiale en levier. Les chaînes internes se consolident, l'emploi progresse et la crédibilité régionale augmente. La décision initiale, portée par Ibrahim Traoré, devient alors un point d'appui pour un modèle alternatif où autonomie économique et intégration régionale se soutiennent mutuellement. Le pays gagne en influence sans renoncer à sa ligne de fermeté. Le scénario dégradé, enfin, repose sur une intensification des pressions extérieures, des sanctions ciblées, des restrictions technologiques et des blocages logistiques fragilisent la capacité d'importation. Les investissements ralentissent, les tensions sociales augmentent et la transition monétaire perd de sa crédibilité. Le pays ne s'effondre pas, mais il s'installe dans une forme d'atonie prolongée. La souveraineté est préservée formellement,
mais au prix d'un coût social et économique élevé, difficile à amortir sans relais extérieurs suffisants. Au-delà de ces trajectoires, une clé de lecture demeure essentielle: raisonner en chaîne causale plutôt qu'en événements isolés. Si la cohésion interne tient, alors les marges de manœuvre s'élargissent. Si elles se fissurent, alors la pression extérieure retrouve son efficacité. Le futur ne dépend pas d'un choix unique, mais de la capacité à franchir ou non ces seuils successifs. Au-delà des scénarios macroéconomiques, la crise se matérialise dans des trajectoires humaines concrètes, qui varient selon la position de chacun dans la société. Pour un premier groupe composé de commerçants, de familles urbaines et de travailleurs dépendants des importations, l'effet est immédiat. Les délais s'allongent, certains produits disparaissent temporairement et les ajustements du quotidien exigent une adaptation constante. La souveraineté, ici, se traduit par des contraintes tangibles, parfois difficiles à accepter, mais désormais identifiables et discutées ouvertement. Un second groupe vit la transition comme un espace d'opportunité. Il rassemble des entrepreneurs locaux, des ingénieurs, des agriculteurs et des jeunes diplômés. La réorganisation des chaînes de valeur libère des marges jusque-là inaccessibles. Des marchés intérieurs se développent, des initiatives émergent pour remplacer des services autrefois externalisés. Les résultats restent inégaux, mais l'expérience modifie les attentes. La réussite ne dépend plus exclusivement de capitaux ou d'acteurs extérieurs, mais de capacités internes à structurer, produire et coopérer. Un troisième groupe observe à distance, souvent hors du pays ou hors du continent. Pour ces spectateurs, la situation burkinabé agit comme un révélateur. Elle interroge des certitudes anciennes sur la dépendance, la stabilité et le prix réel de l'autonomie. La crise n'est pas vécue, mais elle influence les débats, les analyses et parfois les positions politiques ou économiques prises d'ailleurs. Le Burkina Faso devient un cas d'étude vivant, suivi avec attention. Ces trois expériences ne se contredisent pas, elles coexistent, elles montrent que la décision politique ne produit pas un effet unique mais une pluralité d'impacts, parfois contradictoires. Comprendre cette diversité permet de dépasser les jugements simplistes. La question centrale pour chacun devient alors personnelle. Où se situe-t-on dans cette transition et quel type de coût ou de gain est-on prêt à reconnaître? La stabilisation durable ne peut reposer sur l'improvisation. Elle exige une architecture opérationnelle claire, structurée autour de responsabilités, de délais et d'indicateurs mesurables. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, quatre leviers principaux se dégagent pour transformer un refus politique en trajectoire soutenable. Le premier levier concerne la maîtrise des ressources. Un audit complet des exploitations minières, conduit par les ministères compétents, doit établir sous 6 mois la part réellement contrôlée par des équipes nationales. L'indicateur clé est simple: le pourcentage de sites dont les données, la sécurité et la production sont intégralement gérés localement. Sans cette cartographie, toute souveraineté reste déclarative. Le deuxième levier porte sur la sécurisation énergétique. Une task force réunissant ingénieurs, militaires et économistes est chargée d'accélérer les projets solaires et hybrides. Le critère de suivi est la part d'électricité produite localement, appelée à réduire la vulnérabilité aux importations et à stabiliser l'activité industrielle. Le troisième levier vise la coopération régionale. Des réunions trimestrielles avec les pays voisins doivent produire des résultats concrets. Volume d'échanges intra-régionaux, corridors sécurisés, procédures douanières allégées. La solidarité politique n'a de valeur que si elle génère un rendement économique mesurable. Le quatrième levier concerne la montée en compétences. Des programmes de formation accélérés, ciblant les secteurs miniers, agricoles et technologiques, sont évalués par leur taux d'insertion professionnelle. C'est ce capital humain qui conditionne la durée de toute autonomie. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle réduit l'incertitude. Elle transforme une décision de rupture en processus pilotable
où chaque étape peut être évaluée, corrigée et renforcée. Deux images persistent lorsque l'intensité retombe. La première est celle des ouvriers d'une mine suspendant leurs gestes pour écouter une radio grésillante, cherchant à comprendre ce que signifiait réellement un ultimatum lointain. La seconde montre des étudiants rassemblés dans une salle improvisée, discutant avec sérieux d'un choix capable de redéfinir la souveraineté de leur pays. Ces scènes modestes, presque silencieuses, forment le fil conducteur de toute la crise. Elles rappellent que la décision n'a jamais été uniquement technique. Elle a traversé des lieux ordinaires, touché des existences concrètes et modifié la manière dont un peuple se perçoit face à la contrainte. La figure d'Ibrahim Traoré ne s'y impose pas comme celle d'un héros isolé, mais comme un relais. Il incarne une cohérence, une capacité à transformer une inquiétude diffuse en orientation lisible, partagée et assumée. Ce rappel émotionnel ne gomme ni les coups ni les incertitudes. Il souligne autre chose. La dignité collective n'émerge pas dans le confort, mais dans la capacité à maintenir une ligne lorsque les choix deviennent inconfortables. La crise n'a pas produit une réponse parfaite, elle a produit un alignement. Et c'est souvent cet alignement, plus que le résultat immédiat, qui détermine la suite d'une trajectoire nationale. Lorsque les débats se calment et que l'actualité se déplace vers d'autres urgences, il reste une trace plus discrète mais durable. Le Burkina Faso n'a pas seulement répondu à un ultimatum, il a déplacé une question que beaucoup considéraient comme réglée depuis longtemps. Jusqu'où un État peut-il aller pour décider par lui-même? Et à quel prix cette décision devient-elle légitime aux yeux du monde? La réponse apportée ne vaut pas comme modèle universel, mais comme signal. Ce signal dépasse la géopolitique immédiate. Il interroge la manière dont chacun conçoit la justice économique, la souveraineté et la relation entre dépendance et stabilité. Certains y verront une audace nécessaire, d'autres une prise de risque excessive, mais rares sont ceux qui pourront l'ignorer. En ce sens, la trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré agit moins comme une conclusion que comme un point de départ pour une réflexion plus large. L'invitation reste volontairement ouverte. Comprendre, discuter, nuancer, comparer, non pour trancher définitivement, mais pour enrichir le regard porté sur des choix qui engagent bien plus qu'un pays ou une ressource. Alors, face à cette histoire, une question demeure, simple et personnelle. Qu'est-ce que ce moment change dans votre manière de penser le rapport entre pouvoir, ressources et dignité collective?